Congo, le monde recherche ce que tu possèdes. L'Amérique veut réduire sa dépendance aux chaînes d'approvisionnement. Qu'est-ce que cela signifie pour la République démocratique du Congo? MAV-MAK-TV, discours spécial au peuple congolais. Mes chers frères et sœurs congolais, quelque chose d'important est en train de se passer à Washington. Quelque chose qui, à première vue, peut sembler n'être qu'une discussion économique américaine. Mais lorsque nous l'examinons attentivement, nous découvrons que cela pourrait avoir d'énormes implications pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Le 15 juillet 2026, la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis a tenu une audition portant un titre révélateur: mettre fin à la dépendance des chaînes d'approvisionnement, aligner les outils, les capitaux et les partenariats. Pourquoi le peuple congolais devrait-il y prêter attention? Parce qu'au cœur de cette compétition mondiale se trouvent des ressources que le Congo possède: les minerais critiques, le cuivre, le cobalt, l'énergie, les corridors de transport, la capacité industrielle et les matériaux nécessaires aux technologies qui définiront le 21e siècle. Mais aujourd'hui, je ne veux pas que nous nous contentions de célébrer simplement parce que les grandes puissances ont besoin de nos minerais. Je veux que nous nous posions une question beaucoup plus importante. Que fera le Congo de cette opportunité historique? Le monde est en train de changer pendant des décennies. La mondialisation s'est largement construite autour d'un principe: produire là où la production coûte le moins cher, transformer là où la transformation est la plus efficace, acheter auprès de celui qui peut livrer au prix le plus bas. Mais la géopolitique est en train de changer ce calcul. Les grandes puissances se demandent de plus en plus d'où viennent nos minerais, qui les transforme, qui contrôle les routes de transport, qui contrôle les ports, qui contrôle la technologie, qui contrôle l'énergie nécessaire à la transformation de ces minerais, et finalement, que se passe-t-il si cette chaîne d'approvisionnement est interrompue? Les minerais critiques ne sont donc plus de simples matières premières. Ils deviennent des instruments de sécurité économique. Ils deviennent des instruments de politique industrielle. Ils deviennent des instruments de sécurité nationale. Et cela change l'importance stratégique des pays qui possèdent d'immenses ressources minières, y compris notre pays, la République démocratique du Congo. Yamation Rosabrique 2. Le Congo doit comprendre sa position. Le peuple congolais doit comprendre quelque chose de fondamental. La République démocratique du Congo ne doit pas simplement se considérer comme un pays pauvre, assis sur d'immenses richesses naturelles. Nous devons commencer à penser stratégiquement. Le Congo occupe une position importante dans plusieurs chaînes d'approvisionnement en minerais. Cela signifie que lorsque Washington parle de sécuriser l'approvisionnement en minerais critiques, lorsque l'Europe parle des chaînes d'approvisionnement des batteries, lorsque les industriels asiatiques parlent du cuivre et du cobalt, lorsque les constructeurs automobiles parlent des véhicules électriques, lorsque les entreprises technologiques parlent des infrastructures énergétiques, le Congo a le potentiel pour devenir un acteur important de cette conversation. Mais posséder des ressources ne crée pas automatiquement la prospérité. L'histoire a déjà enseigné au Congo cette douloureuse leçon. Vous pouvez avoir des minerais sous vos pieds pendant que votre population demeure pauvre. Vous pouvez exporter des milliards de dollars de ressources tout en important des produits manufacturés. Vous pouvez posséder un potentiel hydroélectrique gigantesque pendant que des communautés restent privées d'une électricité fiable. Vous pouvez posséder des ressources stratégiques pendant que quelqu'un d'autre capte l'essentiel de leur valeur. Par conséquent, l'objectif du Congo ne peut plus simplement être « venez acheter nos minerais ». Notre objectif doit progressivement devenir « venez construire avec nous ». De l'extraction à la transformation, imaginez deux Congos. Dans le premier Congo, les minerais quittent principalement le pays sous forme brute ou très peu transformée.
Les navires partent, les trains partent, les camions partent, les minerais parcourent des milliers de kilomètres. Ailleurs, des usines les transforment. Ailleurs, des ingénieurs les valorisent. Ailleurs, des emplois industriels sont créés. Ailleurs, les technologies sont développées. Ailleurs, les plus grandes parts de la valeur industrielle sont captées. Le Congo reçoit des revenus issus de l'extraction, mais une grande partie de l'écosystème économique en aval se développe en dehors du Congo. Maintenant, imaginons un autre Congo. Un Congo où les partenariats internationaux contribuent à construire des installations de transformation des minerais, des raffineries, des parcs industriels, une alimentation électrique fiable, des chemins de fer, des routes modernes, des centres logistiques, des universités techniques, des écoles d'ingénieurs, des centres de recherche et, progressivement, une industrie manufacturière beaucoup plus avancée. Voilà un modèle économique fondamentalement différent. Et c'est cette conversation que le Congo doit poursuivre. 4. Le corridor de Lobito doit être un commencement, pas une destination. Un exemple important est déjà en train d'émerger. Le corridor de Lobito relie les régions minières du Congo et de la Zambie à l'océan Atlantique en passant par l'Angola. Cette infrastructure peut réduire les délais et les coûts de transport et offrir une autre voie d'accès aux marchés internationaux. C'est important. Mais le peuple congolais doit poser une question beaucoup plus profonde. Qu'est-ce qui voyagera exactement dans ces trains? Le Congo va-t-il simplement accélérer l'exportation de minerais bruts? Ou l'amélioration des transports deviendra-t-elle une composante d'une stratégie industrielle congolaise beaucoup plus ambitieuse? Parce qu'un chemin de fer, à lui seul, n'industrialise pas une nation, mais un chemin de fer connecté à électricité, plus transformation, plus agriculture, plus industrie, plus logistique, plus compétences, plus investissement peut contribuer à industrialiser une nation. Notre vision doit donc aller bien au-delà du transport. Le corridor doit devenir un corridor de développement économique. Imaginez des zones industrielles congolaises se développant le long de ces infrastructures stratégiques de transport. Imaginez la production agricole utilisant les mêmes réseaux. Imaginez des entreprises congolaises fournissant des services de logistique, de maintenance, d'ingénierie et de transport. Imaginez des installations de transformation plus proches des zones minières. Imaginez de nouvelles villes commerciales émergeant le long du corridor. Alors, l'infrastructure ne serait plus simplement une route permettant de faire sortir les ressources du Congo. Elle deviendrait une artère faisant circuler les opportunités économiques à l'intérieur du Congo. « 5. L'Amérique mobilise des capitaux. Un autre message important est venu de la US International Development Finance Corporation, DFC. La DFC a présenté une stratégie mobilisant d'importantes capacités d'investissement dans des secteurs comprenant les minerais critiques, l'énergie, la technologie, les infrastructures et la logistique. Cela devrait immédiatement attirer l'attention des décideurs politiques et des entrepreneurs congolais. Car le plus grand problème du Congo n'est pas le manque de possibilités. Les possibilités sont partout au Congo. Le véritable défi consiste à transformer ces possibilités en projets bancables. Nous avons besoin de projets que les investisseurs peuvent comprendre, des projets accompagnés d'études de faisabilité, des projets avec des structures de propriété transparentes, des projets reposant sur des modèles financiers crédibles, des projets intégrant des garanties environnementales, des projets bénéficiant d'une réglementation prévisible, des projets protégés par l'état de droit, des projets dans lesquels les investisseurs peuvent obtenir un rendement pendant que le Congo se développe. Le Congo doit arriver à la table avec des projets, c'est extrêmement important. Lorsque les investisseurs internationaux arrivent, le Congo ne devrait pas simplement leur demander « Que voulez-vous faire dans notre pays ?» Le Congo devrait déjà avoir préparé ses priorités nationales. Nous devrions pouvoir dire « Voici nos projets ferroviaires stratégiques. Voici nos projets énergétiques. Voici nos zones industrielles. Voici nos possibilités de transformation des minerais.
Voici nos corridors agricoles, voici nos projets logistiques, voici nos besoins en infrastructures non numériques, voici nos programmes de développement de la main-d'œuvre, voici leurs coûts, voici comment les investisseurs obtiennent leur rendement, voici ce que le Congo apporte, voici ce que nos partenaires apportent, et voici ce que le peuple congolais reçoit de ce partenariat. C'est cela, la diplomatie économique. La ressource la plus importante n'est pas le cobalt, frères et sœurs congolais, il existe quelque chose d'encore plus précieux que le cobalt, plus précieux que le cuivre, plus précieux que le lithium, plus précieux que l'or. L'être humain congolais, les minerais finiront un jour par s'épuiser, les mines finiront un jour par fermer, mais la connaissance se multiplie. Les compétences se multiplient, la technologie se multiplie, l'entrepreneuriat se multiplie. C'est pourquoi chaque grand partenariat stratégique devrait également poser les questions suivantes. Combien d'ingénieurs congolais seront formés ? Combien de techniciens congolais? Combien de cadres congolais? Combien d'entreprises congolaises deviendront des fournisseurs? Combien de technologies seront transférées? Quelle capacité de transformation locale sera créée? Combien d'emplois permanents resteront après la fin des travaux de construction? C'est ainsi que les ressources naturelles deviennent du capital humain. Nous ne devons pas remplacer une dépendance par une autre. C'est peut-être l'un des principes les plus importants. Le Congo doit entretenir des relations productives avec les pays du monde entier, conformément à ses intérêts et à sa souveraineté. L'objectif ne doit pas être de choisir aveuglément une puissance étrangère contre une autre. L'objectif doit être le Congo d'abord. La Chine a ses intérêts. L'Amérique a ses intérêts, l'Europe a ses intérêts, les autres puissances mondiales et régionales ont leurs intérêts. Et le Congo a, lui, aussi le droit d'avoir ses propres intérêts. Une politique économique extérieure congolaise mature doit donc poser cette question. Quel partenariat crée la plus grande valeur à long terme pour la population congolaise ? La compétition entre les grandes puissances ne profite pas automatiquement au Congo. Elle devient bénéfique seulement lorsque le Congo négocie efficacement. Le Congo doit négocier la valeur, pas seulement l'argent. Supposons que quelqu'un propose des milliards de dollars pour accéder aux ressources congolaises, le chiffre paraît impressionnant, mais le Congo doit examiner ce qui restera après 20 ou 30 ans. Avons-nous obtenu de l'électricité? Avons-nous obtenu des chemins de fer? Avons-nous obtenu des usines? Avons-nous formé des ingénieurs? Les entreprises congolaises ont-elles participé? Les communautés locales en ont-elles bénéficié? Les recettes publiques ont-elles augmenté de manière transparente? Avons-nous acquis des technologies? Avons-nous diversifié notre économie? Avons-nous créé des industries capables de survivre au-delà de la mine? Ce sont ces questions qui déterminent si un accord n'était qu'un simple contrat d'extraction ou un véritable partenariat de développement. C'est une opportunité pour les entrepreneurs congolais. Je veux maintenant m'adresser particulièrement aux entrepreneurs congolais. Ne pensez pas que ces opportunités appartiennent exclusivement aux grandes multinationales. Les grands projets miniers et d'infrastructures nécessitent d'immenses écosystèmes. Transport, entreposage, construction, restauration, sécurité, maintenance des équipements, technologie de l'information, services professionnels, ingénierie, logement, agriculture, industrie manufacturière, télécommunications, formation, services financiers. Chaque investissement de plusieurs milliards de dollars peut potentiellement générer des centaines d'opportunités commerciales plus petites. Mais les entrepreneurs congolais doivent se préparer.
Créez des entreprises sérieuses, tenez une comptabilité rigoureuse, construisez une gestion professionnelle, respectez les contrats, développez des partenariats, comprenez les mécanismes de financement, respectez les normes internationales. Parce que l'avenir de l'économie congolaise ne peut pas être construit uniquement par le gouvernement, il doit aussi être construit par les entrepreneurs congolais. « 11. Et à la diaspora congolaise, je veux maintenant m'adresser directement à nous, membres de la diaspora. Ceux d'entre nous qui vivent aux États-Unis, en Europe, au Canada et ailleurs disposent d'une opportunité particulière. Beaucoup d'entre nous comprennent les deux mondes. Nous comprenons le Congo et nous comprenons les environnements économiques internationaux. Cela donne à la diaspora la possibilité de devenir un puissant pont économique. Au lieu de limiter notre contribution au transfert d'argent vers nos familles, imaginons une diaspora contribuant à créer des partenariats d'investissement, des entreprises logistiques, des entreprises technologiques, des entreprises agricoles, des cabinets de conseil professionnels, des institutions de formation, des partenariats industriels et des projets d'infrastructure. La diaspora congolaise peut devenir un pont important reliant les capitaux internationaux, la technologie et l'expertise aux opportunités congolaises. « 12. Le message aux dirigeants du Congo, à nos décideurs politiques, à nos institutions et à nos dirigeants, le monde avance rapidement. Les chaînes d'approvisionnement sont en train d'être réorganisées maintenant. Les capitaux sont mobilisés maintenant, les stratégies d'infrastructure sont développées maintenant, les partenariats miniers sont négociés maintenant. Les pays qui se préparent saisiront les opportunités. Ceux qui ne se préparent pas risquent de regarder une nouvelle génération de ressources quitter leur territoire sans produire une transformation suffisante. Le Congo a donc besoin d'une stratégie industrielle nationale cohérente reliant minerais, énergie, infrastructure, transformation, industrie manufacturière, technologie, capital humain, prospérité congolaise. 13. Le Congo doit penser au-delà de la mine. Notre conversation nationale doit changer. Lorsque nous découvrons du cuivre, nous devons demander quelles industries ce cuivre peut-il créer. Lorsque nous produisons du cobalt, quelles transformations pouvons-nous réaliser localement? Lorsque nous produisons de l'électricité, quelles usines cette électricité alimentera-t-elle? Lorsque nous construisons un chemin de fer, quelles industries congolaises utiliseront cette infrastructure? Lorsque les investisseurs étrangers arrivent, quelles entreprises congolaises entreront dans leur chaîne d'approvisionnement? Lorsque nous signons un accord stratégique, à quoi ressemblera le Congo 20 ans plus tard? Voilà la mentalité du développement. « 14. Cela pourrait être le moment du Congo. Mes chers frères et sœurs congolais, pendant des générations, le monde a regardé le Congo et y a vu des ressources. Peut-être est-il temps que le Congo regarde ces mêmes ressources et y voit quelque chose de beaucoup plus grand. Des usines, des chemins de fer, des centrales électriques, des universités, des centres de recherche, des entreprises congolaises, une agriculture moderne, la technologie, des villes industrielles, des millions d'emplois qualifiés, une classe moyenne prospère et une nation capable de transformer ses richesses naturelles en prospérité humaine. La volonté de l'Amérique de sécuriser ses chaînes d'approvisionnement représente l'intérêt stratégique de l'Amérique. Mais le Congo doit définir l'intérêt stratégique du Congo. Et lorsque ces intérêts se rencontrent, nous devons construire des partenariats solides, transparents et mutuellement bénéfiques. Pas des relations de dépendance. Des partenariats d'intérêt, pas simplement l'extraction, la transformation, pas simplement l'exportation des minerais, l'industrialisation, pas simplement des promesses, des projets, pas simplement un Congo qui approvisionne le monde, un Congo qui se construit lui-même tout en approvisionnant le monde. Message final. Peuple congolais, nos minerais nous offrent une opportunité. Notre géographie nous offre une opportunité. La compétition mondiale nous offre une opportunité. Mais aucune de ces choses ne garantit le développement. Le développement viendra de ce que nous saurons négocier, construire, enseigner, transformer, fabriquer et posséder.
Le 21e siècle pourrait avoir besoin du Congo. Mais la question la plus importante est, le Congo utilisera-t-il le 21e siècle pour construire le Congo? Les trains arrivent, les investisseurs observent, les gouvernements négocient. Le monde recherche des sources sûres d'approvisionnement en minerais stratégiques. Le Congo ne doit pas arriver en retard à son propre avenir. Congo, c'est le moment de voir grand. Des mines aux industries, des ressources à la prospérité, de l'extraction à la transformation, du potentiel à la puissance. Ici Mavmac TV, informer, éduquer, inspirer le peuple congolais à réfléchir au Congo de demain. Le Congo n'est pas simplement un pays dont le monde a besoin. Le Congo doit devenir un pays qui construit,